Enregistré. Alors, je reconnais des gens qui étaient là aux conversations précédentes. Bienvenue, bienvenue. Voilà, je suis très heureuse au nom de l'équipe d'Artenso de vous accueillir à cette troisième et dernière édition de la saison de notre série de Midi des mots, notre série de conversations croisées sur la médiation culturelle dans la francophonie. Je m'appelle Eva Quintas, je suis directrice d'Artenso et je suis accompagnée par ma collègue Sonia Trépanier qui nous assistera à l'animation et à la modération. Alors, cette année, on a conçu les Midi des mots autour de trois conversations avec les cofondatrices de deux regroupements de médiatrices et de médiateurs culturels qui ont surgi ces dernières années de part et d'autre de l'Atlantique. Et nous avons réuni une première fois le 23 mars et une deuxième fois le 13 avril Manon Claveau, qui est cofondatrice du regroupement des médiatrices et médiateurs culturels du Québec, et Émilie Lebel, vous pouvez faire coucou, qui est fondatrice du collectif WOW, basé en France, mais qui rejoint aussi la Suisse, la Belgique et le Québec. Perfect. Alors, nos premières conversations ont porté sur la genèse des mouvements, pourquoi se regrouper, et sur leur composition, qui en fait partie. Aujourd'hui, nous laissons carte blanche à Émilie et à Manon qui, par le plus grand des hasards, le plus heureux des hasards, en fait, partagent une même pratique de la médiation culturelle des arts vivants axée sur l'enfance et la philosophie. Pour la mémoire et le contenu des conversations précédentes, c'est archivé sur le Padlet. Pour le déroulement, en fait, nous aurons une conversation d'une quarantaine de minutes avec nos deux invités. Je rappelle en fait que Manon Claveau est coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison Théâtre, qui est une institution montréalaise spécialisée en diffusion de spectacles jeunesse. Et Émilie Lebel, basée à Lyon, qui est médiatrice culturelle indépendante, spécialisée, comme je le disais, elle aussi dans l'enfance et la jeunesse, et fondatrice de sa propre structure de médiation culturelle qui s'appelle Regard en miroir. Donc, carte blanche à Émilie et à Manon, et on vous revient à la fin avec une vingtaine de minutes d'échange. Voilà, mesdames, c'est à vous. Je suis désolée, j'ai des problèmes de réseau. Là, je viens de me brancher. Puis j'espère que ça va bien. Vous m'entendez bien? Oui, super. OK. Alors, oui, on vous a présenté, on vous a préparé une petite rencontre qui nous excite beaucoup, en fait, parce qu'on était très contents de se rencontrer, Émilie et moi. C'est comme si on était des jumelles cosmiques. C'est vraiment étrange. La première fois que j'ai entendu une conférence d'Émilie, tout le long, je me suis dit, on dirait que c'est moi qui parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que je parle avec cet accent magnifique? Mais donc, voilà. Puis je pense qu'Émilie, tu es d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui se passe là, entre nous. Alors, aujourd'hui, est-ce que je partageais mon écran ou hier? Est-ce que je partage mon écran avec vous? J'ai comme l'impression que non. Là, ça ne partage pas, non. Oui, c'est ça, ça s'en vient. Alors, on a un petit plan de match. On va essayer de rester dans nos temps. Donc, bien sûr, comme on était emballé, il faut quand même penser que peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire tout ça. Mais d'abord, juste peut-être un petit survol de qu'est-ce que c'est la philosophie pour enfants et adolescents. Je vais faire ça rapidement. Puis, bien sûr, ça demande beaucoup plus de temps pour vraiment saisir cette pédagogie-là. Mais juste pour que vous soyez dans le même état d'esprit que nous en comprenant qu'est-ce que c'est. Après, une mini-activité réflexive d'Émilie. Après, on va faire pourquoi on combine ces deux-là, donc la pratique de la philosophie pour enfants et la médiation esthétique de l'art vivant. Ensuite, des petits exemples d'activités qu'on a mis sur place déjà, et puis en place, je veux dire, et puis une mini-activité réflexive de Manon, si on a le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la philosophie pour enfants et adolescents? Très simplement, c'est une approche pédagogique élaborée par Matthew Lipman et Anne Margaret Sharp à la fin des années 60 aux États-Unis. En très, très, très bref et très, très simplifié, la personne qui anime, donc qui guide, qui facilite ou qui encadre un dialogue philosophique et les participantes agissent toutes et tous comme des co-chercheurs et des co-chercheuses autour d'un problème ou d'une question ou d'une quête philosophique qui implique des concepts universels. Donc, ça, c'est vraiment très simple. L'important de savoir, c'est que autant la personne qui anime que ceux qui participent
sont dans une recherche. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui détient le savoir dans cette relation-là qu'on a avec les participants. On détient des méthodes, des outils, des habiletés qu'on veut développer, mais donc le savoir se co-construit. Ou le sens. Souvent, on appelle ça créer du sens. Quelques intentions donc de la philosophie pour enfants. On apprend à penser par et pour soi-même, avec les autres ou grâce aux autres, en co-élaborant du sens. On développe les pensées critiques, créatives et vigilantes. Moi, j'utilise la traduction vigilante. Bien sûr, c'est des textes en anglais, hein, la philosophie pour enfants. Et eux, ils appellent ça le caring thinking. Moi, j'utilise vigilante. Il y en a qui vont utiliser la pensée attentive ou la pensée bienveillante. Il y a aussi l'idée de développer des aptitudes pour la collaboration, dans l'idée de co-construire, de développer l'écoute attentive, l'écoute active et le respect des différents points de vue. C'est vraiment avec des méthodes pédagogiques qu'on développe ça. Et ensuite, donc, si on veut faire un lien avec Jean Cosme, là, disons, développer le vivre ensemble, là, on travaille là-dessus avec l'approche de la philosophie pour enfants. Et puis, ça nous permet d'apprendre à mobiliser de multiples habiletés de pensée, donc conceptualiser, argumenter, interpréter, problématiser, donner des raisons, trouver des exemples, évaluer les différents contextes, synthétiser, définir par une liste de critères, etc., etc. Et on s'amuse follement à faire ça avec beaucoup de rigueur. Donc, c'est vraiment dans le plaisir, mais avec énormément de rigueur aussi qu'on amène les participants à participer à des activités comme ça. Donc, la personne qui anime en philo pour enfants, moi, je dirais que la première caractéristique qu'on doit avoir, la première attitude à avoir, c'est d'avoir confiance dans les capacités de tous à créer du sens. Donc, à partir de 4 ans, on est capable de créer du sens autour de notre expérience et nous, comme guide, on doit les amener à créer du sens, à co-créer avec les autres. Et puis, avoir confiance, c'est vraiment accepter toutes les idées comme étant une étape pour arriver à créer du sens. Aussi, il faut établir une atmosphère de confiance et de respect. Ça, c'est Lippmann qui le dit. Première condition à établir, c'est d'avoir le respect dans la communauté avec laquelle on va co-élaborer du sens. Ensuite, en tant qu'animatrice ou animateur, il faut être très humble devant ses savoirs ou ses opinions. On n'émet pas nos opinions, ou si on le fait uniquement sous forme d'hypothèses qui pourraient contribuer à la recherche qu'on a avec les participants. Ensuite, on facilite ou on guide les échanges en suivant les intérêts du groupe. Donc, même si on se prépare beaucoup, je pense que tu es d'accord, Émilie, on se prépare beaucoup, ça demande énormément de flexibilité parce que si on n'est pas dans les intérêts de notre groupe, on n'arrivera pas à tomber dans un mode philosophique. Donc, il faut vraiment suivre les intérêts du groupe. Puis ensuite, il faut adopter une attitude, donc, comme je le disais, de flexibilité, de bienveillance, d'impartialité, donc d'accueillir toutes de la même façon, toutes les idées, même si on les juge mauvaises ou fausses. Il faut vraiment les accueillir comme toutes les autres idées. Puis il faut être très dans l'ouverture, accueillir tout ce qui se passe dans ces rencontres-là. On n'est pas du tout dans la causerie, puis on n'est pas du tout dans la thérapie. On est vraiment dans un moment de co-construction et puis de développement de plein d'habiletés. Fait que là, maintenant, on arrive à... Attends, je ne vais pas les montrer tout de suite. Émilie, ça serait ton tour de faire ton activité. Est-ce que tu es prête? Oui, oui, oui. Du coup... Non, je n'ai pas de réseau. Ça va. OK. Du coup, c'est bon, je prends la main? Oui. Alors là, ce qu'on vous propose justement, c'est simplement, on va vous présenter des images, 2 pages d'images. Donc, on va prendre un petit temps, quelques secondes, une minute pour observer bien ces images. Et ce qu'on va vous proposer là avec Manon, c'est de choisir quelle image représente pour vous le plus ce qu'est la médiation culturelle. Donc, il n'y a évidemment pas de bonne réponse, il n'y a pas évidemment une image à trouver. C'est plutôt d'expliquer pourquoi, en quelques mots, cette image représente pour vous la médiation culturelle. Et comme on a un temps très limité, on va peut-être choisir 2, 3 personnes maximum pour faire l'exercice. Mais en tout cas, pour vous, choisissez l'image. Manon, si tu peux... nous présenter du coup les différentes images qui sont présentées
Donc, qu'est-ce qui pour vous représente ce qu'est la médiation culturelle et pourquoi? Et c'est normal que ce soit complexe pour vous de prendre une décision, mais c'est un défi. Alors, vous êtes capable de choisir. Je vais vous montrer la deuxième page. Après, vous pouvez en choisir juste une puis construire plein de sens autour de cette image-là. Et d'être vraiment dans la spontanéité de quelle image peut-être vous attire le plus sans que vous ayez une idée intellectuelle derrière au départ, et ensuite de donner quelques raisons à ça. On se donne encore 30 secondes. Et du coup, maintenant, si tu peux couper le partage d'écran pour qu'on puisse prendre la parole de... Ouais, je vais juste faire un retour sur l'autre, comme ça. Et un dernier petit tour sur celle-ci. Et c'est terminé. Alors, est-ce qu'on aurait 2, 3 volontaires qui voudraient vous présenter l'image qui pour eux représente la médiation culturelle et pourquoi? Il y a évidemment... Marie-Ève? Allô, Marie-Ève? Allô. Pour moi, ce serait la fille qui était pensive en gris avec tout le nuage de pensée coloré. Je trouvais que, je sais pas, il y avait toutes les couleurs là-dedans, il y avait toutes les formes, il y avait plein de choses en interrelation. Je trouvais la palette de couleurs inspirante. Puis il y avait aussi le petit côté où la personne en gris, des fois, on ne présume pas de ce qu'elle peut savoir, ce qu'elle peut penser, ce qu'elle peut avoir comme vécu et tout ça. Puis je trouvais que, justement, dans la pensée, là, tout éclatait. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de ce côté-là. Voilà. OK, merci. Romain? Bonjour à tous. Pour moi, ce serait la photo où toutes les mains sont connectées ensemble. Ça représente beaucoup la connexion que la médiation culturelle, les projets qu'on peut faire, c'est vraiment connecter les gens ensemble, l'interconnexion entre tout le monde aussi. Et comment, au final, on forme un. Il y a vraiment cet aspect de former un dans la photo que je trouvais assez vraiment intéressant. Donc voilà, ce serait ça pour moi. Merci. Et peut-être une dernière personne qui aurait envie de se prêter au jeu? Christian? Oui, je peux peut-être y aller. Moi, ce serait plutôt les images végétales, arbres ou feuilles, parce que bon, ça me fait penser à la fois des singularités, donc des éléments distincts les uns des autres. Il y a plusieurs arbres distincts, mais en même temps qui font tous partie d'un tout, d'un ensemble, d'un collectif, d'un écosystème qui se rejoignent à la fois par les racines, mais aussi par les feuilles qui se touchent, donc à des moments de mise en relation, hein, des définitions de la médiation. Puis c'est aussi l'idée de partager un espace-temps. Et, hein, les médiations culturelles, c'est être ensemble autour d'activités théâtrales ou autres et de partager des moments. Et là, dans les images qui nous étaient proposées, j'avais vraiment l'impression d'être dans un espace-temps à part entière. Et les ateliers de philo aussi pour enfants, c'est beaucoup ça. Donc, ça me faisait penser à tout ça. Merci. Oh, merci. Merci beaucoup, parce que du coup, on a 3 images très différentes et des idées. Donc là, en fait, ce que vous venez de faire, ce qu'on vient vous proposer, c'est vraiment un prémisse justement de la philosophie, de partir de votre expérience d'individu et de donner du sens avec justement des points de vue, des arguments différents. Nous, c'est en tout cas la démarche qu'on défend avec Manon sur comment relier la pratique philosophique avec une pratique de médiation culturelle. Du coup, Manon, si tu veux peut-être développer un peu plus... Ben, en fait, moi, je l'avais jamais vécu, cette activité. Émilie, elle nous disait, elle m'avait lancé cette idée, je trouvais que c'était extraordinaire. Je fais souvent ça aussi en début, là, partir à partir d'images pour déjà tomber dans un mode où on utilise notre imagination parce qu'on développe la pensée créative, mais c'est aussi un outil de la pensée très simple qui est vraiment nécessaire en philo, c'est définir.
comment on arrive à définir? Donc, moi, j'ai noté à partir de tout ce que vous avez dit, des critères qui définiraient la médiation culturelle, puis tout ça inspiré par des images. Donc, c'est fou, là, tout ce que vous avez dit. Là, j'ai une page complète, j'écris très gros, mais interrelation, l'idée d'être dans la pensée, l'idée que les couleurs peuvent nous inspirer. Il y avait singularité, système, racine, mise en relation, naturel. J'ai aimé naturel. Christian, c'est la première fois que je pensais à ça. Donc, ça nous amène même à ouvrir d'autres champs, d'autres chemins dans notre pensée qu'on n'a pas nécessairement dans une réflexion plus simplement intellectuelle quand on amène l'art là-dedans. Je trouve que ça nourrit on va beaucoup dans la métaphore aussi, puis je pense que ça peut parler à plusieurs, la métaphore. Donc, merci. Wow, ça part bien. Fait que nous autres, dans le fond, on voulait prendre un petit moment pour vous expliquer avec notre cœur, qu'est-ce qui a fait que, bien sûr, il y a toute une histoire, tout un cheminement très, très différent pour Émilie et moi pour justifier comment on est arrivé à mettre la philo dans nos pratiques. Mais peut-être maintenant que ça fait longtemps qu'on le fait, vous partagez pourquoi on combine les deux. Émilie, est-ce que tu veux commencer? Parce que moi, j'ai écrit vraiment trop de choses, fait que je veux que je veux compléter ce que tu voulais dire. Alors, moi, la philosophie, elle est apparue après 6-7 ans de médiation. Au départ, dans la médiation, j'étais beaucoup dans la coordination finalement d'actions culturelles, donc dans la mise en lien, mise en réseau d'artistes, de publics, de spectateurs, d'œuvres. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amenée à animer moi-même des ateliers de médiation, à vraiment travailler sur comment on accompagne les spectateurs avant, après un spectacle, parce que je suis issue au départ du spectacle vivant. Et très vite, je me suis rendu compte un peu des limites de ça. C'est que j'ai l'impression que soit on partait dans des analyses descriptives d'œuvres et qu'on était sur quelque chose qui était finalement très centré sur l'œuvre et où on ne partageait pas suffisamment nos expériences, soit on pouvait être très vite sur du j'aime pas, mais finalement, en le décortiquant, ça manquait de substance. Et donc, j'ai l'impression que la pratique philosophique, elle est très vite apparue comme une évidence pour justement travailler à l'endroit de l'imaginaire, des émotions, de nommer justement qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce que ça vient travailler dans notre imagination, dans notre sensibilité, dans nos émotions, et comment tout ça, une fois qu'on l'a nommé, on le met en partage avec les autres et qu'on part justement d'une expérience sensible, intime, personnelle, qui résonne avec notre vie, notre culture, etc. Comment ça, d'un coup, ça va résonner avec l'œuvre et avec les autres. Et du coup, la pratique philosophique, d'un coup, amène des questionnements universels, amène une réflexion plus riche qui tombe ni justement dans la thérapie de groupe dont parlait Manon, ni dans juste le j'aime pas. D'un coup, ça a donné une dimension plus grande. Donc moi, la pratique philosophique, ça a vraiment enrichi les questionnements. C'est justement de travailler à l'endroit de l'expérience du spectateur, de toutes les portées philosophiques qu'une œuvre a en elle, et d'un coup de l'ouvrir et de le connecter à comment dans notre vie, finalement, c'est toujours un aller-retour entre la vie, les œuvres, la vie, tout ça, c'est dans un dialogue permanent, quoi. Wow! Mais oui, je suis convaincue. Êtes-vous convaincue? Donc, dans le fond, comme on disait, Émilie, quand on s'est parlé pour préparer cette rencontre-là, on se disait, dans le fond, les œuvres, c'est plus souvent des questions que des réponses. Donc, la philosophie, ça nous permet de mettre en lumière ces questions-là et de les creuser. Et si elles sont aussi résultat de l'expérience des publics qu'on accompagne. Donc, pour moi, ça favorise une expérience esthétique positive parce que si on en ressort avec des questionnements auxquels on n'a jamais la chance d'essayer de répondre ou d'essayer de trouver des pistes de réponse, ça fait qu'on se sent incompétent et qu'on perd la confiance en nous en tant que
spectateur ou en tant que consommateur de culture. À un moment donné, on sent que ça ne s'adresse plus à nous ou on sent qu'on a été brusqué dans nos émotions puis on n'a pas eu la place pour faire « Ah, ben au niveau émotif, ça m'a brusqué, mais j'ai envie d'en parler, j'ai envie de démystifier pourquoi ce spectacle qui vient me chercher au niveau de mes valeurs ou au niveau des questionnements que j'ai par rapport à la société dans laquelle j'évolue, ben si j'ai pas la place pour après continuer à y réfléchir avec les autres personnes qui ont vécu la même expérience que moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'éloigner les gens de ce qu'on veut faire des fois avec les œuvres s'ils n'ont pas cette possibilité. Comme on veut que les œuvres soient transformatrices, ben, il faut des fois accompagner cette transformation-là, j'ai l'impression, avec des spectacles qui ont... puis je parle ici du théâtre jeunesse. Hein? C'est pas juste le théâtre adulte où est-ce qu'on vient proposer des nouvelles visions du monde ou proposer l'inverse de ce qu'on pense que le monde devrait être parce qu'on veut choquer. Je pense que ça peut permettre ça. Puis, c'est aussi que je trouve que la philosophie pour enfants, ça permet de développer des procédures de réflexion autour des œuvres. C'est-à-dire qu'en médiation, souvent, on fait des activités qui sont très ciblées sur ce spectacle-là. J'accompagne ta relation à ce spectacle-là, ces thématiques-là très ciblées. Avec la philosophie pour enfants, on pourrait parler simplement de l'expérience esthétique puis faire ça de façon générique. Donc, nos activités peuvent être valables pour tous les spectacles qu'un élève va voir. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais c'est vraiment l'idée qu'on est en train de se dire « Ah, mais après un spectacle, comment je peux réfléchir? Quel genre de questions je peux me poser? Puis avant, comment j'ai besoin de me préparer pour voir un spectacle. Chaque individu a des besoins différents liés à ça. Mais plus on va l'expérimenter de façon générique plutôt que très ciblée, bien, plus ils vont développer leur citoyenneté culturelle, Christian. Juste pour toi. J'adore la citoyenneté culturelle. Donc, voilà. Et puis, donc, ça nous permet vraiment d'apprendre à interpréter chacun à notre manière cette expérience-là qui est si riche. Mais grâce au fait qu'on a entendu comment les autres interprètent, comment les autres vivent cette relation-là, ça nous permet de nous construire comme citoyens, mais aussi comme être sensibles en général. Voilà. On s'arrête là pour le moment. Et maintenant, on va vous donner des exemples d'activités. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, vous en avez vécu une microscopique. Émilie, veux-tu commencer? Oui. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire en retour spectacle, c'est de passer par le corps, de finalement, qu'est-ce qui reste dans le corps comme image, comme sensation, comme émotion du spectacle. Et donc, souvent, je fais marcher les participants dans l'espace pour déjà juste prendre conscience de quel espace on occupe, avec qui on l'occupe, comment on peut prendre conscience des autres et comment on peut aussi travailler ce regard intérieur sur soi. J'ai conscience de moi, où je me situe et j'ai conscience des autres. Et petit à petit, je vais demander aux participants de se remettre en situation ils sont dans la salle de spectacle, c'est le noir, se rappeler juste à côté de qui ils étaient assis, comment ils se sentaient et quelle est la première image du spectacle qui apparaît. Et finalement, quelle image il reste, quelle posture de corps, quels mots ils ont entendus, qu'est-ce qui résonne pour eux. Et du coup, je leur propose de nouveau de remarcher dans l'espace et quand je tape dans les mains, de faire une posture de corps qui leur a marqué. Je ne sais pas s'il y a un moment, une danseuse, un comédien était comme, je m'éloigne, comme ça, et ben ils refont la posture. Et puis, on se remet de nouveau en mouvement et ensuite, je leur demande de lancer un mot qu'ils ont entendu, qui les a marqués. Et donc, comme ça, on est vraiment dans du partage de matière sensible. Qu'est-ce qui reste dans la pensée, dans le corps? Et de fil en aiguille, on va commencer à le tricoter. Par exemple, sur une pièce qui va parler de liberté, justement, on va travailler sur ces postures de corps qui sont dans l'ouverture, qui sont dans quelque chose qui devient plus grand. Et puis, ça va nous amener ensuite, on se met en cercle, on en discute, on commence à mettre du sens sur tout ça. Pourquoi ces corps, pourquoi ces mots, qu'est-ce que ça vous raconte, qu'est-ce que ça vient... Voilà, finalement, ce spectacle, il parle de quoi? Et donc, poum, le mot liberté apparaît. Et puis ensuite, on va s'amuser justement à travailler sur, ça serait quoi des corps ça serait quoi l'inverse? Faites-moi une posture qui serait l'inverse de l'ouverture. Et donc, les corps se ferment, les corps se tordent, les corps se plient, se courbent. Et donc là apparaissent les mots de soumission, les mots de je ne sais pas, là j'ai
d'obligation, de souffrance. Et donc de là, on a commencé à faire des distinctions et des oppositions. Et donc petit à petit, finalement, on retravaille le spectacle, quel thème surgit et de quoi ça parle. On peut s'amuser à redonner un titre au spectacle en retraversant déjà nous, qu'est-ce que ça a été touché en nous par le corps, par les mots. Voilà. J'essaie d'être la plus synthétique possible. J'espère que ce n'est pas trop abstrait. Mais peut-être souligner que cette approche-là, on pourrait l'appeler l'approche holistique de la philosophie pour enfants. C'est un courant qui est surtout mené par Chiara Pastorini. Est-ce que je me trompe, Émilie, quand je dis ça? Oui, effectivement, c'est Chiara Pastorini des Petites Lumières qui a développé ce courant qui mêle à la fois la pratique artistique et philosophique où les deux sont entremêlés pour travailler la pensée. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup d'écoute de l'autre, de collaboration, tout ça dans ces activités. Peut-être nous, en fait, comme tu as parlé d'une activité retour à la Maison Théâtre, on a une activité préparatoire qui est quand même signature, qu'on fait depuis longtemps, mais qu'on a adaptée avec l'approche philosophique. Quand on veut préparer les élèves au spectacle, on veut bien sûr aussi leur faire adopter la posture de spectateur. Il y a la philo, mais il y a aussi qu'est-ce que c'est être un spectateur. Puis on a décortiqué l'idée qu'un spectateur, il voit, il entend, il ressent. Donc, à chaque fois qu'on fait des activités, les questions tournent autour de ces trois questions-là. On essaie, en tout cas. Donc, on co-élabore du sens autour des affiches de spectacle. C'est un ancrage assez fort qui dégage beaucoup de sens. Les artistes ont pris quand même beaucoup de temps pour créer cette contraction de beaucoup de sens. Et puis, ça nous permet aussi de mettre la lumière sur l'équipe du spectacle, tout ça. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de prendre... C'est un peu dans la même idée. J'aime ça... la récolte de matières sensibles. Donc, on travaille aussi beaucoup avec ça. Moi, j'appelle ça aviver la mémoire. C'est l'idée de prendre, de juste renommer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a... ça, c'est après le spectacle, mais avant. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer entendre, qu'est-ce qu'on ressent en regardant l'affiche, puis de s'imaginer, donc de prendre cet élément déclencheur-là. En philo, il y a beaucoup cette idée-là de partir d'un élément déclencheur pour s'en aller vers l'universel. Donc, on prend l'affiche, puis on finit par co-créer, mais idéalement 2 hypothèses pour qu'on soit dans un mode de bien, c'est complexe, on ne peut pas tout deviner d'avance, tout n'est pas dit sur cette affiche-là, notre imagination est importante. Puis quand on va être au spectacle, ça va être la même chose. Notre intelligence, notre imagination devront être vives pour récolter encore là plein d'indices et créer du sens autour de notre expérience. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais arrêter ça ici. Vous pouvez regarder une capsule vidéo sur notre chaîne YouTube. Enquête sur l'affiche, que ça s'appelle. En fait, c'est ça, c'est l'idée de toujours être dans une quête puis de se dire qu'on la fait ensemble. Parce que le spectacle, même pour nous en médiation culturelle, on ne peut pas dire qu'on le connaît. Hein, c'est toujours une expérience nouvelle, un spectacle. On ne peut pas maîtriser le sens qu'il va prendre cette journée-là où ces élèves vont voir ce spectacle-là. Donc, il faut vraiment être dans cette idée-là de, bien, on s'imagine qu'est-ce que ça va être plutôt que je vais vous dire qu'est-ce que ça va être. Fait qu'on est plus dans le comment réfléchir que quoi penser. Disons-le comme ça. Donc, moi, j'ai justement... Oui, vas-y. Oui, justement, pour rebondir à ça, moi, c'est vraiment aussi ce que je nomme avant spectacle, c'est prendre aussi conscience de ces attentes de spectateurs et avec quelles lunettes on va aller voir le spectacle. Des fois, justement, comme on ne sait pas trop ce qui va se passer, on peut avoir des attentes, donc on peut être déçu ou pas, mais juste avoir conscience qu'il y a déjà quelque chose qu'on met une attente quelque part, quoi. C'est ça. Puis que chacun a son regard différent. Moi, je leur demande, est-ce que vous avez besoin de lire le résumé? Est-ce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est l'histoire du spectacle? Il y en a qui ont besoin, mais ce n'est pas moi qui vais leur dire certainement. Je vais plutôt les laisser être curieux. Donc, je vais vous montrer, j'ai il y a 2 options. C'est soit vous le faites, vous avez un téléphone où on peut le faire de façon libre, c'est-à-dire on peut le faire sans... c'est un Mentimeter. Ça vous tente de prendre votre téléphone puis
en fait, une micro-activité qui s'appelle le vrai au théâtre. C'est la question qu'on a presque le plus souvent. Les enfants, ils me demandent, est-ce que c'était vrai? Puis je trouve ça vraiment fascinant parce qu'ils posent beaucoup de questions, les enfants, bien sûr. Mais je peux peut-être vous mettre dans le chat le lien si vous voulez le faire sur votre ordinateur, le Mentimeter. Donc, c'est cette question qui est existentielle, en fait, c'est une question qui est toujours de vivre la vérité. Qu'est-ce que c'est? Je leur dis, est-ce que c'est important que ce soit vrai? Qu'est-ce que ça change à ton expérience que ce soit vrai? Donc, je vous demande comme ça, là, rapidement, qu'est-ce qui est vrai dans un spectacle? Donc, qu'est-ce qui est vrai dans un spectacle? Donc, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire le vrai. Si vous préférez l'écrire dans le chat, vous pouvez le faire comme ça. Tu es en train de le faire à WATEF. Qu'est-ce qui est vrai dans un spectacle? C'est difficile. Qu'est-ce qui est vrai dans l'expérience, le ressenti, la présence, l'expérience, les émotions ressenties, la collaboration, les interprètes, les spectateurs, la collaboration. Bien sûr, on pourrait le faire à partir d'un spectacle un exemple très précis. On pourrait, après un spectacle, se dire qu'est-ce qui était vrai dans ce spectacle. Là, je vous le fais de façon totalement générique. Super. Regardez tout ça, là, les spectateurs, la collaboration, les émotions, les sentiments ressentis. Essayez de trouver celui qui, pour vous, là, c'est l'incontournable, le nécessaire, qui est la vérité dans un spectacle, qu'est-ce qui est vrai dans un spectacle. Essayez de retenir ça. Puis on va passer à la prochaine. Ah, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les choses de mon fils qui apparaissent, mais mes affaires personnelles, ça va bien. Voilà. Hop. La prochaine question, c'est comment sait-on que quelque chose est vrai? Et là, on a des réponses extraordinaires des enfants, bien sûr, qui vont bouleverser tout le monde. Comment on sait que quelque chose est vrai? Qu'est-ce qu'on a comme réponse? En le questionnant. Intuition source. Comment on sait? On a une preuve concrète en le vérifiant. On le vit dans notre corps. C'est matériel, il y a une matérialité. Vous pouvez aussi, non pas sur Mentimeter, mais des fois on peut mettre un cœur, là, parce que quelqu'un a dit quelque chose avec lequel on est vraiment d'accord. Mais vous êtes bon, ça construit bien quand on le ressent, la vérité existe pour chaque personne qui la vit. Il y a des pensées philosophiques qui ressortent. C'est fantastique. Et on passe à la dernière pour qu'on ait du temps pour une période de questions. Est-ce important qu'il y ait du vrai dans un spectacle pour vous? Alors, moi, je conclue toujours mes expériences philosophiques en faisant une petite étape que j'appelle la métacognition ou le retour réflexif. C'est une fois qu'on a vécu toute cette réflexion-là, la plupart du temps, on est plus confus que rassuré par toutes les idées qui ont été partagées. On ressort en général en se disant « Mais mon Dieu, je pourrais parler de ce sujet-là pour le restant de mon existence parce que c'est normal, c'est des questions qui n'ont pas encore été résolues. Hein? » Donc, après, ce qui est important, c'est de prendre le temps de se dire « Mais à quoi ça m'a servi ça? » Puis de se dire « Bien, moi, la prochaine fois que je vais aller au théâtre, je vais me poser cette question-là peut-être. Ou la prochaine fois qu'après un spectacle, je vais me dire « Il y avait quelque chose de faux dans le jeu des acteurs. Ah, mais est-ce que c'est important pour moi le jeu des acteurs que j'ai l'impression que ça soit vrai? Ou ah, ben moi, finalement, j'aime vraiment mieux le théâtre documentaire parce que je sais qu'il y a une part de vrai dans cette histoire-là. Moi, la marionnette, pour moi, c'est pas assez vrai qu'on utilise finalement des concepts philosophiques pour définir notre expérience esthétique. Je trouve que ça nous permet de construire notre rapport au spectacle. Puis après, on pourrait voir une affiche en se disant « Ce spectacle-là, il a l'air de manquer de vrai. Je ne suis pas certaine que c'est pour moi. » C'est peut-être un peu poussé, là, mais c'est toujours dans cette optique-là
qu'on fait nos activités philothéâtre, c'est dans l'idée de construire que la prochaine fois, ces outils-là qu'on a utilisés puissent nous servir à mieux nommer, à mieux interpréter l'œuvre qu'on vient de fréquenter, disons. On va arrêter le partage d'écran. Hey, on a réussi à tout faire. Avais-tu quelque chose à ajouter, Émilie? Non. Non. Ben, merci, mesdames. On va ouvrir la période d'échange. Je suis vraiment inspirée. Mes collègues pourront réagir, mais bon, étant dans un centre de recherche, puis on a beaucoup travaillé la conceptualisation de la médiation culturelle, puis toute la réflexion autour, que là, je trouve que ça fait tellement de bien de vous entendre comme praticienne, en fait, sur le travail avec le jeune spectateur, tu sais, et puis, je ne suis pas du tout spécialiste, évidemment, des jeunes publics, ni de ce type de médiation culturelle d'œuvre, mais j'aime beaucoup votre réflexion qui, pour moi, passe du binôme, du paradigme de apprendre, comprendre, qu'on retrouve beaucoup avec les scolaires en pédagogie, à voir, entendre, ressentir. Et ça, je trouve que c'est fort intéressant. Puis cette notion de conscience, que les gens aient conscience, comme pleine présence à travers des exercices aussi physiques. Voilà, la parole est à vous. J'ai envie d'interpeller Jonathan quand même dans notre équipe. Jonathan vit une expérience nouvelle. Il se retrouve en posture d'évaluateur d'un diffuseur de spectacles jeunesse dans la vallée de la Matapédia. Alors, à chaud, Jonathan, comment tu as dû développer des indicateurs le plus proche du terrain? Là, tu es en reality check. Je te laisserai un peu commenter. Tu me mets sous les feux des projecteurs, puis il est en train de... Oui, effectivement, on fait ce projet de recherche ici dans la vallée de la Matapédia avec Diffusion Mordicus, des ateliers artistiques et culturels dans les classes, donc cours de danse, création de chansons, puis tout ça est lié à des spectacles auxquels les élèves ont dû assister. Donc, c'est déjà une forme de médiation parce qu'eux, ils appellent ça du réinvestissement. Donc, de réinterpréter ou réanalyser ce à quoi ils ont déjà assisté. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant ici. Pour moi, c'est nouveau. Je ne suis pas un spécialiste de la médiation culturelle du tout. Mais je suis avec une personne qui l'est, par contre, qui a davantage fait des diagnostics. Puis ce que vous avez mentionné résonne quand même beaucoup de l'expérience auquel on assiste. C'est évident. Puis moi, je ne connaissais pas ce paradigme-là, appelons-le comme ça, sur la philosophie que vous avez présentée. Donc, ça va être fort utile. Mais malgré tout cela, puis ça vient peut-être chercher davantage mes compétences ou mes intérêts, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir du cadre scolaire, en fait, parce que ma collaboratrice était davantage axée sur l'évaluation des ateliers en tant que tels. Donc, on a parlé à des enseignants, on a parlé à des jeunes, on a parlé aux médiatrices, des entretiens, mais tout ça s'inscrit quand même dans des programmes qui sont plus larges, qui sont financés par la MRC de la Matapédia, de la politique culturelle, puis ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les visées qui sont presque parfois des paradoxes. Donc, entre une volonté de Diffusion Mordicus de développer des publics pour que les gens assistent finalement à des spectacles de danse contemporaine, que ce ne soit pas juste des spectacles de country, mais en même temps, ces programmes-là répondent à des visées qui sont plus proches de celles de médiation culturelle de façon générale. Donc, justement, apprendre, comprendre, découvrir. C'est des formes de littératie aussi qui sont explorées. Puis tout ça est quand même en tension. En tout cas, fait que c'est ça qu'on arrive à examiner finalement. Ça se dessine. On est dans les entretiens. C'est pour ça que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui arrivent de tout bord, de tout côté. Puis étonnamment, ici à Amqui, les choses se passent hyper rapidement au sens où ça fait une semaine qu'on est ici et on a rencontré tout le monde. Je pense qu'on connaît tout le monde, autant la MRC, la commission scolaire et tout, mais c'est toutes ces chocs-là qui s'opèrent, en fait, entre les différentes échelles d'intervention qui m'intéressent. Puis là, je raisonne encore, mais je ne sais pas comment on va arriver à rimer ça avec, par exemple, ce que vous avez proposé aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est tout flou pour le moment, mais il y a une valeur là-dedans parce que c'est dynamique ce que je vis en ce moment. Puis il émerge plein de choses, mais là, il faut classer, il faut typologiser. J'en suis là. Merci, Jonathan. Je pense que dans notre auditoire, il y a aussi d'autres praticiens. Voulez-vous réagir au propos d'Émilie et Manon? Des questions? Qu'est-ce que ça vous inspire?
des choses que vous voulez éclaircir? Bien, peut-être pour Jonathan, je peux te dire une petite chose. En fait, moi, mon intention avec la philosophie pour enfants, c'est que ça s'ancre davantage dans la compétence 1 des enseignants, qui est à être médiateur d'éléments de culture. C'est la nouvelle, avant c'était passeur culturel, mais c'est l'idée qu'eux, ils développent aussi une confiance puis des compétences même pour parler de culture puis se sentir à l'aise là-dedans. C'est d'adopter cette humilité-là devant les savoirs, de dire « Ah, mais je ne connais pas ça, mais je suis capable quand même de chercher du sens dans une œuvre avec les élèves. » Fait que c'est un long shot, là, on s'entend, mais on travaille de plus possible à rendre des outils disponibles pour les enseignants pour qu'eux aussi, ils se sentent... ben c'est ça, qui sentent qu'ils font partie de ça, qu'ils ne sont pas à côté, qu'ils sont aussi des grands ambassadeurs culturels, puis qui ont un grand pouvoir sur la relation que leurs élèves vont avoir avec l'œuvre, puis qu'ils sont capables de le faire, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de plus de formation autre que d'adopter cette attitude-là. Fait que c'est un travail de médiation qui se dirige en même temps vers les enseignants, les décideurs, finalement, dans le milieu scolaire, et les élèves qui vont bâtir leur parcours de spectateur progressivement. Fait que j'appelle ça un long shot, là, mais fait que, tu sais, puis il y a l'idée de faire de l'art, c'est comme deux chemins. Mais après, ce qu'Émilie fait, c'est comme un mélange des deux, c'est l'idée d'être dans le geste créateur, puis en même temps d'avoir une réflexion sur l'expérience esthétique, c'est de mélanger les deux. Ça permet d'ouvrir plus de possibles pour les différents profils d'êtres humains là, avec qui on a à interagir en médiation. Merci Manon, c'est vraiment pertinent ce que tu dis aussi. Bien sûr, on peut avoir l'air déplacé parce que ce n'est pas notre milieu, mais de développer ces activités à destination aussi du corps enseignant, puis pour les amener aussi à cette posture, en fait, que tu dis d'accompagnateur, et d'enlever ces barrières de « je n'ai pas la compétence, je n'ai pas la culture ». Est-ce qu'on a d'autres réactions? Christian? Oui, j'aimerais rebondir sur ce que Manon vient de dire. D'abord, merci beaucoup, Manon et Émilie, vraiment très enrichissant, très inspirant. Manon, ce que tu soulignes, puis moi, ça m'apparaît clair dans vos présentations aussi, ça rejoint à la fois le rapport à la connaissance, c'est-à-dire l'école, qu'est-ce qu'elle transmet aux enfants, aux étudiants, le rapport à la culture et le rapport à la philosophie. C'est justement la question du rapport à. Ce n'est pas tant une question d'acquisition de connaissances, de bagages. Oui, c'est important de connaître, voilà, 2 et 2 font 4, de connaître minimalement des dimensions esthétiques et minimalement des dimensions philosophiques, mais dans votre travail, ce qu'on retient, l'important, c'est de créer, de susciter, que ce soit chez les jeunes ou chez les enseignants, l'importance du rapport, du questionnement, de la relation à le goût de l'art, le goût de la philosophie, le goût de l'école, le goût, bon. Et je trouve que ça vraiment, ça paraît beaucoup dans vos exemples, dans votre philosophie aussi. Et ça souligne aussi la multiplicité des façons de l'aborder. Et Émilie a beaucoup insisté sur l'importance des corps, de la sensibilité. Ça me semble assez fondamental parce que derrière la notion de citoyenneté culturelle, il y a aussi effectivement cette idée qu'il y a une multiplicité de façons d'être citoyen. Et oui, il y a des façons intellectuelles, il y a des façons pratiques, il y a des façons très corporelles aussi, sensibles. Et c'est une façon d'exprimer sa relation non seulement à soi-même, mais aux autres et au monde. Et ça me semble très important et éclairant. Et pour moi, notamment les médiations avec le public jeune, c'est très éclairant. On le voit vraiment de façon très, très forte. Ma question, on vous a peu entendu sur les défis, les difficultés, donc les écueils que vous traversez, que vous avez traversés, ou voilà, ce à quoi il faut faire attention pour vous?
qu'est-ce qu'il y aurait comme difficulté, défi principalement que vous rencontrez et qu'on pourrait discuter ensemble? Très bonne question. Mais on vous a sauté tout le bout où Émilie puis moi, on a discuté de combien d'étapes où on s'est sentis toutes deux. Puis je pense que c'est juste depuis vendredi passé qu'on se sent légitime. Parce que le monde de la philo, on n'est pas dans ce côté intellectuel de la philo qui connaissons les grands penseurs, qui pouvons citer peu importe lequel, des grands philosophes ou laquelle, idéalement. Mais donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses qu'il faut apprendre à mettre un peu derrière nous, c'est-à-dire que depuis peu, on se sent légitime de faire ça parce qu'on a tous les outils, puis on a été formés, et je pense qu'Émilie a été même surformée, là, elle a été... Je la trouve bonne, elle a été très impliquée, puis elle a eu beaucoup de formations. Moi, j'ai un peu appris un peu plus sur l'expérience que sur les bancs d'école. Donc c'est ça. Je pense qu'une des difficultés, ça a été de se sentir légitime, première étape. Après, tout ça, ça s'apprend vraiment, vraiment dans l'expérience, et puis il faut être extrêmement humble parce qu'on se trompe. On se trompe, des fois, on part sur des fausses pistes, on travaille avec des publics jeunes, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont retirer du spectacle, fait qu'on a beau se préparer, par exemple, sur la liberté, mais eux, ils vont juste vouloir parler de peur, puis là, il va falloir tout... fait que puis comme on veut vraiment ça, être dans leur expérience, les accompagner là-dedans, bien, on se trompe. Mais plus on le fait, plus on est à l'aise dans se tromper puis revirer nos affaires. Je pense que tu es d'accord, Émilie, avec ça. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, comme écueil, comme difficulté? On ne t'entend pas. Ton micro est éteint. Pardon, c'est que j'ai eu un moment de problème Internet, ça s'est mis en muet. Oui, peut-être rajouter aussi cette idée de communauté de recherche, parce que justement, dans nos pratiques, moi j'ai la sensation qu'on est toujours aussi dans une forme d'analyse de pratique, puisqu'il faut être dans cette hyper-flexibilité, dans cet accueil permanent de tout ce qui peut surgir, et on ne peut pas, nous, anticiper tout ce que les enfants vont pouvoir dire. C'est aussi parfois de se dire comment on peut trouver d'autres praticiens avec lesquels on peut vraiment échanger sur nos difficultés, sur nos questionnements, et d'être toujours nous-mêmes en recherche, en questionnement, en remise en question de notre pratique, de comment être toujours plus à l'écoute, plus rigoureux, plus dans l'accueil de ce qui se passe. Et ça, c'est pas toujours facile justement de trouver ou de fonder cette communauté de recherche sur ces sujets-là. Justement, avec Manon, on en parlait d'avoir des espaces, d'avoir quelqu'un par exemple qui nous observe en atelier, de pouvoir échanger avec lui. Pratiquement, c'est pas toujours simple. Alors que si on veut être vraiment dans une vraie communauté de recherche philosophique et un vrai questionnement, ça fait partie d'une bonne hygiène de praticien de la philo pour enfants, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une difficulté, c'est parfois d'avoir besoin d'un binôme, d'un regard extérieur pour me dire, voilà, moi je l'ai vécu en tant qu'animatrice, il y a des choses que j'ai ratées, que j'ai pas vues, que j'ai peut-être mal interprétées, comment toi tu le vois à ton point de vue d'observateur. Enfin, moi parfois ça me manque, ça. Et parce que des fois, effectivement, il n'y a pas les budgets pour qu'on soit deux, et du coup, on est seul à porter ça, et comme disait Manon, il y a des moments... un enfant dit ça, dans quelle direction on va choisir d'aller, quelle décision on prend en un quart de seconde, on ne sait pas. Moi, je me suis beaucoup enregistrée, réécoutée. C'était pénible. Oui. Mais peut-être aussi une petite dernière chose, Christian, pour répondre à la question, c'est que quand on dit je suis médiatrice, déjà, de quoi tu parles? C'est quoi ce métier? Ensuite, quand on dit d'art vivant, ça, c'est pas pour moi, c'est pour l'élite. Et on rajoute le mot philosophie à tout ça. Il y en a qui se sauvent en courant. Hein, bien sûr. Puis j'ai fait des formations avec Rideau, puis justement, c'est là que j'ai rencontré Karine de Diffusion Mordicus, dont Jonathan parlait tantôt. C'est sur la philosophie pour enfants, dans le but de faire des discussions après avec les publics adultes et tout ça. J'ai fait quand même beaucoup de rencontres comme ça, puis tout le monde me disait, mais nous, on ne va pas utiliser le mot philo.
parce que déjà, ça va faire peur aux gens. Puis là, je leur disais, oui, c'est sûr, comme quand on commence, parce que moi, je faisais un peu la même activité qu'Émilie en début en disant, je vous dis le mot philo, à quoi ça vous fait penser? Puis là, tout le monde était comme, ah, le cégep, horreur, et les mots étaient peu positifs parce qu'on ne connaît pas tant la philo pratique. Mais finalement, au bout de la formation, les gens disaient, ah oui, il faut dire philo. Si c'est ça la philo, il faut le dire. Puis c'est ça qu'on a eu comme pensée à la Maison Théâtre parce que nous, quand on a vécu la première formation avec Nathalie Fletcher de l'organisme Brilla, tout le monde ici, comme Émilie l'a dit, était convaincu autant la direction générale que la direction administrative que la direction artistique. C'est ça qu'il faut faire. On avait des frissons, on n'en revenait pas. Fait qu'il faut, après ça, il faut assumer le mot, puis il faut assumer l'historique qu'il y a derrière, puis peut-être un peu la poussière, ou je ne sais pas trop qu'il y a avec ça. Mais voilà. Donc, ça, c'est aussi une des barrières. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des praticiennes, est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui travaillent avec les jeunes publics? Je crois que Lilia, tu es dans une maison de la culture à Ndiji. Lilia, es-tu là? Bonjour. Ah, bonjour, désolée, je suis avec vous, mais je ne suis pas avec vous, mais je suis avec vous, mais je cours et je voulais absolument être avec vous. Alors, par où commencer? Oui, c'est sûr, je travaille avec les enfants. Je suis médiatrice culturelle à la Maison de la culture à Notre-Dame-de-Grâce. Et c'est super intéressant. C'est sûr, la philo, c'est une pratique sur laquelle je me penche depuis quelques mois. Puis là, merci vraiment Manon et Émilie pour vos expériences parce qu'on veut aller dans ce sens-là. Je veux aller dans ce sens-là, en fait, plus clairement. Que dire? En fait, je l'ai expérimenté un peu, mais peut-être pas dans le meilleur des cadres, la philo à travers les arts. Mais je pense que ce qui me manque, le côté philo, en fait, j'ai fait une formation sur la philo pour les enfants, mais de rattacher ça avec une œuvre d'art, c'est aussi une autre étape que je trouve fascinante, mais aussi tellement complexe, comment on arrive vraiment à rentrer dans cette approche interprétative d'une œuvre. Donc, c'est là, je pense que ça demande beaucoup d'expérience. Puis justement, je me demandais si on veut aller de l'avant pour rattacher, créer ce lien avec les œuvres, vers où vous nous recommandez d'aller? Y a-t-il des formations? Y a-t-il des choses à lire? En fait, Lélia, là, tu me fais allumer que c'est que dernièrement, là, je veux dire 2017, le premier texte que je trouve qui allie vraiment l'interprétation d'art et la philosophie pour enfants. C'est François Galichet, c'est un praticien en France. Il fait à partir d'œuvres d'art visuel. Après, il ne dit pas tant comment le faire, il dit juste que lui, il trouve que ça développe cette habileté-là. Puis ça a été long là, avant que je trouve ça. Là. Fait que voilà, mais oui, il va y avoir des formations, je vous ferai. Il va y avoir des formations. Au mois de septembre à la Maison Théâtre, on va faire une fin de semaine de formation parce qu'on a tellement de demandes, tellement de demandes. J'espère qu'Émilie va venir. Un petit voyage avec son bébé. Non, mais c'est ça, il va y en avoir. Puis peut-être vous dire aussi, là, je vois Awatef, elle est là. Awatef, elle est dans l'équipe de médiation de la Maison Théâtre. Puis elle a fait la formation avec l'organisme SEV. C'est quand même, ça demande quand même beaucoup de fin de semaine. Hein? C'est la fin de semaine. C'est vraiment avec la maison, avec l'Université de Montréal. Ah oui, toi, tu es avec l'Université de Montréal, oui, c'est vrai, excusez. Il y a Nathalie Fletcher à l'Université de Montréal aussi. C'est pas toi qui fais SEV, c'est qui a fait SEV? Je ne sais plus. Moi, j'ai fait SEV en tout cas. C'est toi qui l'as fait, Lélia. Oui. C'est ça. OK. Fait que oui, c'est ça. Ces formations-là, ils ne lient pas avec l'art nécessairement. Nathalie, plus, parce qu'elle, son approche, c'est la philo-création. Puis, elle est vraiment dans cette idée un peu plus holistique, là, comme Émilie, c'est-à-dire d'analyser les corps, d'analyser les réactions physiques des gens quand ils réfléchissent, puis tout ça, mais aussi dans l'idée de poser un geste créateur pour
comme concrétiser son idée un peu plus, comme de réfléchir sur un concept puis d'arriver à faire, elle a fait des philosines avec les enfants, elle fait toutes sortes de trucs comme ça, puis des camps de jour où j'anime depuis 3-4 ans, où est-ce qu'on est vraiment dans la création de spectacles philosophiques puis de tout ça. Fait que voilà, mais les formations, c'est pas ça pointe pas nécessairement vers la médiation, mais c'est ça, il y en aura de plus en plus, je pense, à la Maison Théâtre. Ça nous fait plaisir de réunir les gens autour de ces questions-là, puis de continuer à faire évoluer la pratique. Tu sais, Émilie, on te mettra sur Zoom pour les 2 jours, parce que c'est aussi là que se concrétisent comme les enjeux comme qui mettent des barrières, c'est-à-dire les enseignants qui sont un peu plus réfractaires à ce que les enfants prennent la parole librement, puis qui vont dire « Ben non, tu ne peux pas dire ça! » Là, ça nous arrête là, complètement dans notre... Oui, ça arrive. Ça arrive quand même régulièrement. Ou qui vont dire « Ben la liberté, c'est ça », puis ils vont le chercher dans le dictionnaire, puis là, ça, c'est fini. Là. On ne peut plus être dans un mode philosophique. Donc, il faut qu'on adresse ces questions-là aussi ensemble, là, de qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là. Comme on accumule l'expérience, on accumule aussi les réponses à ces petits problèmes-là. Merci. Le temps file. Est-ce qu'il nous reste une dernière intervention? Bien, Simon, il a levé la main pour dire qu'il était praticien de la médiation. Est-ce que la philo, ça fait partie aussi de ta pratique? Oui, moi, j'ai travaillé avec Execo pendant 7 ans. Fait qu'on fait principalement de la médiation avec la philo. Puis là, à la base, je suis chanteur d'opéra de formation. Puis j'ai quitté Execo pour créer des ateliers de médiation sur l'opéra. Puis j'ai commencé à faire beaucoup de philo avec les jeunes dans les maisons des jeunes. C'est vraiment cool. Vraiment, wow! C'est Simon Chalifout, donc. Oui. Enchanté. J'ai entendu parler de toi. Pardon. Mais c'est vrai que Execo, en fait, quand on parle de Jacotot qui dit présumé de l'égalité des intelligences, on est déjà là-dedans, dans cette idée qu'on est tous capables, puis nous, comme médiateurs, notre but, c'est d'amener à quelque chose, mais à quelque chose qu'on décide ensemble de faire. C'est ça aussi la philo, c'est qu'on décide que notre problème philosophique, c'est celui-là, partie de notre expérience qu'on a en commun, fait qu'on a des exemples en commun sur lesquels on peut construire. Ben c'est là qu'on peut vraiment, quand on parle de la culture première des gens, de ce qu'ils savent, de leurs expériences, ben puis là, on en a un qui peut révéler que, ben qu'est-ce qu'il a fait en violon? C'était vraiment difficile parce que moi, je connais ça, ou que, tu sais, qu'ils partent vraiment de leurs expériences ou de la voix, tu sais, on ne connaît pas ça, on ne l'a pas expérimenté. Si quelqu'un est capable de parler de son expérience aussi, ça enrichit l'expérience de tout le monde. Merci, Simon, d'avoir enchanté. Je suis contente de te voir, Simon, parce qu'en fait, on est liés par l'équipe partenariale de la médiation de la musique, mais je ne te connaissais pas. Bon, c'est bien. Écoutez, mesdames, je veux vraiment vous remercier. On a passé un beau trimestre avec vous. Je suis vraiment contente. Donc, vous le savez, les conversations sont enregistrées sur Padlet. On a parlé de la reconnaissance beaucoup. Pourquoi les regroupements? Cette nécessité quand même... en fait, cette réalité assez récente quand même, qu'il y a une reconnaissance des médiateurs, médiatrices sur leur propre fonction, rôle. Donc, vous reconnaître et nous vous reconnaître. On a parlé d'inclusion. Qui doit-on inclure dans les regroupements? Qu'est-ce qu'on fait avec les artistes médiateurs? Qu'est-ce qu'on fait avec les artistes tout court dans cette distinction de la reconnaissance? On a parlé un peu de féminisme aussi, de ces regroupements qui sont majoritairement féminins parce que c'est très proche du métier du care, du soin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et tout ça, mesdames, va être contenu dans quelque chose. Je suis au Québec, que le regroupement des médiatrices et médiateurs vous lancez ce mois de juin, qui s'appelle une charte. Alors, pour conclure, je vous invite tout le monde au lancement de cette charte des médiatrices et médiateurs culturels du Québec, qui est un objet mitonné depuis plusieurs mois et années, qui a été dans l'élaboration, a été accompagné par quelques-uns de nos collègues chercheurs de l'Observatoire des médiations culturelles, de l'OMEC. L'OMEC qui organise un symposium international
1, 2, 3, mais surtout le 2 juin à la Maison de la Culture Claude Léveillé et en mode hybride pour Émilie aussi, et tous les autres. Et le regroupement, bien, vous allez lancer la charte en format 5 à 7 le 2 juin. C'est donc une invitation. Alors, 13h pile, je nous laisse sur ces bonnes notes. Au plaisir de vous retrouver, par exemple, au Symposium international de l'EMEC le 2 juin. Merci énormément d'avoir été là avec nous. Merci. Merci.